ce sujet qui est l'industrialisation. C'est un webinaire donc, qui est organisé conjointement entre Incubator et Start2Prod, qui est une filiale de Michelin. Je laisserai nos intervenants peut-être préciser ça. Donc pour un petit mot, si jamais, donc pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément, donc Incubator, nous on est le premier réseau d'incubateurs français présent dans Civil aujourd'hui. Et, donc Start2Prod, qui sont notre partenaire sur un programme un peu particulier qui est piloté chez Incubator, qui est donc la création de ce qu'on appelle hardware, qui est un programme visant à, donc dans la phase d'amorçage en incubation, à accompagner les porteurs de projets qui ont vocation à fabriquer un objet physique dans le but d'une commercialisation. Donc, on est un des rares incubateurs à proposer ce service-là en tant que justement programme hardware. Et c'est vrai que c'est une thématique qui pose beaucoup de questionnements, et notamment quand on vient aux phases d'industrialisation. Puisque moi, ce que je dis souvent, c'est que toutes les parties amont, c'est des choses où il faut grimper une colline et après, il faut franchir l'Himalaya. Donc, justement, pour pouvoir gravir ces montagnes, c'est important, en tout cas de nos points de vue, de se faire accompagner par des acteurs clés et pertinents. D'où cette petite présentation ce matin avec Start2Prod, puisque eux, ben, évidemment, c'est leur métier depuis des années, et c'est un service qui propose donc l'industrialisation spécifiquement dédiée aux startups. Le but étant effectivement de pouvoir bien saisir tous les tenants et aboutissants de l'industrialisation spécifiquement au milieu des startups, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques et on s'y prend pas de la même façon quand on est une grosse PME ou un grand groupe et une petite startup dans le cadre d'une optique d'industrialisation. Donc ce matin, pour présenter avec moi, on a Vanny Poladou, qui est donc qui travaille chez Start2Prod, et Simone Casetta également, qui sera là en support. Donc c'est Vanny qui va nous présenter ce matin. Donc l'idée, c'est de parler de ces sujets-là. On va aborder différents points sur l'industrialisation, comme comprendre les différentes étapes, à quoi ça sert, quels sont un peu les challenges. Et on va également aussi parler un peu de tout ce qui est éco-conception et comment, de façon plus large, comment intégrer certaines clés pour intégrer, je dirais, l'écologie de façon générale dans une optique d'industrialisation quand on est une start-up. Voilà, c'est un petit peu, voilà pour le cadre, et voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Là, donc, il est 11h07. Je vais passer la main à Vanny et je vais la laisser donc faire sa présentation environ jusqu'à à peu près midi. Et ensuite, on pourra passer à une phase de questions. Je vous encourage vraiment et n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit en profitant d'avoir des acteurs de ce type-là à votre disposition, je dirais, pour y répondre. Parce que ça peut, enfin voilà, c'est souvent un voile assez opaque quand on parle d'industrialisation, quand on est une startup. Donc aujourd'hui, profitez-en, n'hésitez pas. Ils sont là et ils sont là pour répondre à vos questions, moi aussi, bien évidemment. Vanny, du coup, je vais te laisser prendre la parole pour pouvoir faire cette presse. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Donc du coup, effectivement, là, on va vous présenter des grandes lignes guides sur l'industrialisation, vraiment sur le côté hard tech. On va pas tant parler de Start2Prod dans le détail, même si effectivement, il y a eu la présentation qui a été faite juste en introduction. On va vous fournir un lien à la fin de cette présentation pour voir, il y a une petite vidéo d'1 minute qui vous pourra vous expliquer qu'est-ce que c'est Start2Prod, qu'est-ce que c'est Imeca et comment est-ce qu'on est l'opportunité en fait qu'a créé le groupe Michelin pour répondre aux besoins et industrialiser leurs procédés. Donc vous aurez toutes ces informations plus tard. Et là, donc, du coup, effectivement, moi je suis la manager de cette équipe. Donc ça fait 6 ans que je suis dans le groupe Michelin. Et mon but là aujourd'hui en 50 minutes top chrono, c'est de vous donner toutes les bonnes pistes pour l'industrialisation hard tech de vos produits.
Donc, en guise d'introduction, il y a quelques semaines, on était tombé, quelques mois maintenant, sur ce tweet d'Elon Musk, parce que je suis persuadée que dans le webinaire actuellement, on a nos Elon Musk à nous sur les différents sujets qui écoutent attentivement, qui lui-même, en fait, se pose, qui met en évidence cette grande difficulté, tout comme tout à l'heure, tu l'as mentionné, le côté Himalaya, de passer du prototype qui va bien, du prototype type qui est souvent sur l'innovation, quand on veut en faire des dizaines de milliers et voire même la machine qui permettra d'en faire des dizaines de milliers, il y a vraiment des barrières qui sont assez importantes et qui rendent la chose très compliquée. Donc, la première clé d'une start-up ou d'une entreprise qui va se positionner sur une innovation hard-tech, ça va être de montrer que ça fonctionne, son prototype, ses phases de pré-série, mais surtout être répétable et mettre en route toute la machine qui va bien pour industrialiser sa production. Donc, voilà, le but là, c'est de vous donner cette piste-là et de manière humble, se dire que c'est pas quelque chose d'évident. Et le tout, c'est de s'entourer des bons partenaires, d'avoir les bons réflexes pour que, au plus tôt possible dans le développement de vos solutions, ce soit bien identifié comme élément clé à prendre en compte. On va revenir aux bases. Et là, la première question qu'il faut se poser, c'est à partir de quel moment, qu'est-ce qui définit un produit qui peut être dénominé comme un produit industriel? Un produit, on l'appelle industriel lorsque c'est un objet qui est mature, qui à la fois est mature à la fois d'un point de vue fonctionnel et optimisé dans sa conception par rapport aux moyens d'obtention associés. Tout ça, c'est pourquoi on met bien à la fois le côté conception, on met à la fois le côté moyen d'obtention associé pour garantir sa qualité, sa répétabilité, les coûts de fabrication et le coût total d'utilisation de son usage, que ce soit en termes de maintenance, d'usage, de coûts de production et de services après-vente. Ici, là, on met en parallèle deux notions qui est que c'est vraiment un couple qui se veut évolutif entre j'assure ma fonction et j'ai tous mes moyens d'obtention qui sont en phase pour assurer cette fonction. Là, on peut avoir des exemples en tête rapidement. C'est la partie est-ce que j'imprime en 3D pour faire mon POC ou est-ce que j'ai mon moule d'injection pour pouvoir réaliser cette même pièce en plastique? Est-ce que j'imprime en 3D de l'acier? Est-ce que je fais de l'usinage ou est-ce qu'après je fais de l'injection? Pareil, je fais du moulage pour avoir la même pièce. Donc, c'est la notion de produit industriel va regrouper toute cette pièce, les moyens d'obtention pour faire la fonction qui est visée. Pour évaluer cette maturité, il y a plusieurs outils qui sont à notre disposition. Et aujourd'hui, on va en parler de deux précisément. La notion de TRL pour évaluer où est-ce qu'est le produit dans son évolution. Certainement cette notion-là. Donc, la technologie positionnée, est-ce qu'on est sur un concept ou est-ce que je suis version automobile en déploiement de centaines d'unités par an. Vous avez aussi là, la deuxième évaluation des maturités qui est faite, là cette fois-ci par incubateur, que vous avez certainement vous positionner aussi sur ces 4 étapes, l'étude fonctionnelle, le POC, le prototype ou la mini-série industrielle, pour savoir un petit peu où est-ce que vous êtes et quel est le chemin qui reste à parcourir pour la prochaine étape de votre développement. Donc, c'est important de se positionner, de savoir où est-ce qu'on est sur cette notion de maturité. Pas tant de se dire est-ce que je suis TRL 6 ou 7, mais d'avoir ce questionnement-là en termes d'innovation, en termes de posage d'idées. Et là, on est très, très franco-français, donc on a pris le petit exemple de la 2 chevaux. Est-ce que je suis sur un sketch? Est-ce que je suis sur une idée? Est-ce que j'ai un prototype qui est testé dans un environnement maîtrisé ou j'ai un prototype dans un environnement final?
Est-ce que cette fois-ci, mon produit est validé? Je peux avoir plusieurs prototypes qui sont proches de la performance qui est attendue, proche du produit final. Est-ce que j'ai déjà pré, des pré, des précommandes, des préventes qui ont été faites dans l'environnement final? Ou est-ce que je suis déjà en phase de production stabilisée en, en déploiement final du produit? Donc, cette notion d'évaluation de la maturité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir comme réflexe, se poser la question où est-ce qu'on est à l'instant T, parce qu'on n'attend pas le même déploiement d'investissement, le même déploiement de ressources quand on est sur un TRL de 4 ou 5 ou quand on sait qu'on veut viser un TRL 9. Donc, c'est là-dedans, se poser cette question de où est-ce que je suis sur cette frise, c'est pour deux, deux finalités. La première, savoir où on est à l'instant T, et puis voir quelles sont les marges qui sont nécessaires à franchir pour votre boucle d'après. De pas tout dimensionner déjà pour atteindre un TRL 9 ou de savoir vraiment comment bouger de manière incrémentale pour évoluer en maturité sur le point de vue technique. Un autre laïus qui est important là-dessus, c'est on parle de maturité technique, mais il y a plusieurs autres aspects qui sont à couvrir quand vous voulez atteindre cette maturité technique. Donc, vraiment là, sur la base des exemples qui sont à droite entre le sketch et la version production, c'est est-ce que vous avez aussi toute l'organisation en termes de gestion de projet, de direction opérationnelle, de direction business, etc., pour répondre à cette augmentation de maturité que va avoir votre produit. C'est pas parce qu'on a le moule de production qui vous permettra de faire 100 000 exemplaires de manière automatisée que vous pouvez être un terrain neuf. Il faut aussi avoir toute cette organisation, tout cet accompagnement pour pouvoir justement faire grandir votre produit de manière dans sa maturité. Donc, pas que focaliser technique, mais également sur la partie organisation de projet, structuration technique, structuration commerciale pour pouvoir faire grandir votre produit et le mettre sur le marché. Ensuite, je vais vous parler justement des leviers d'industrialisation, c'est-à-dire tout ce qui va vous permettre d'évoluer sur la maturité de votre produit, de passer d'un TRL 6 à un TRL 7 par exemple. On l'a résumé par trois leviers principaux. Donc, il y a la première partie qui est en lien avec le design, avec la conception même de votre produit. Là, on va pouvoir faire, par exemple, se positionner sur l'amélioration de la réponse technique pour répondre à telle ou telle fonction. On va être sur de la simplification de fonctions pour par exemple, améliorer la maintenabilité, la répétabilité de production de votre produit. Là, il faut se dire que le design est la partie conception même du produit est un levier important pour être bien sûr de pouvoir répondre aux différentes problématiques que vous allez avoir. Après, on va voir juste sur la partie qualité de coût et de délai. Donc, le design, ne pas le mettre de côté, ne pas se dire que quand on fait un design de produit, c'est celui qui est figé, qui ne doit jamais plus bouger parce qu'il a été validé. Non, c'est vraiment quelque chose qui se veut évolutif pour correspondre aux cibles que vous allez avoir et qui vont être changeantes au fur et à mesure des années. Ensuite, on a le levier de sourcing, donc sur tout ce qui est approvisionnement du matériel pour votre produit. Là, la problématique principale qu'on peut citer là-dessus, c'est de se poser à chaque boucle cette question de make or buy. Est-ce que je veux faire le produit chez moi? Est-ce que je veux l'externaliser chez un sous-traitant? Et là, on peut parler de réalisation du produit en lui-même ou d'achat de sous-ensemble. Et pour répondre à votre montée en cadence et votre industrialisation.
Donc, on a cette partie make or buy, on a cette partie de chercher, de trouver tous les fournisseurs qui vont vous permettre de vous accompagner et correspondre aux cadences que vous avez en face. Et potentiellement, et ça, c'est quelque chose à regarder en fonction du type de produit sur lequel vous travaillez. Est-ce qu'il y a aussi cette notion de confidentialité? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cœur dans votre process, sur lesquelles vous n'avez pas encore fait de dépôt de brevet? Et l'avoir chez vous ou l'avoir chez un fournisseur donné, c'est une position concurrentielle pour vous sur le marché et sur lequel il faut prendre des décisions qui soient fortes. Et le dernier pavé, la partie assemblage, donc qui est sur la partie maîtrise des coûts, diminution des coûts liés à l'assemblage. Et là, souvent, on va parler de maîtrise sur la partie comment monter votre produit de manière optimisée. Est-ce qu'il faut des machines? Est-ce qu'il faut des outillages, des équipements pour diminuer ce coût d'assemblage? Donc voilà les 3 leviers principaux. Et on va activer l'un ou l'autre pour répondre évidemment à vos contraintes de délai. Quand est-ce que vous avez besoin de mettre sur le marché votre produit? Quelle est votre contrainte votre contrainte en lien avec le déploiement de ce produit-là? Également sur la partie qualité, quel est le niveau de maturité, quel est le niveau de fonction qui sont attendus par vos différents clients? Et évidemment, le coût, c'est l'écart entre la marge que vous voulez dégager, entre ce que le marché sera prêt à payer pour votre produit et la marge que vous voulez en dégager lors de ces différentes ventes. Donc, qualité, coût, délai, et on va activer soit des leviers sur la partie conception, sur la partie achat du matériel et sur la partie assemblage. Ce qu'on propose depuis cette année chez Start2Prod, c'est d'ajouter à ces 3 composantes une 4e qui est la notion environnementale. Vous avez potentiellement parmi vous des produits sur lesquels le positionnement écologique, l'intérêt, la promesse qui est faite à vos clients est en lien avec un impact environnemental. Par exemple, le fait de diminuer des emballages, le fait de diminuer la consommation pour un équipement sur terre, sur mer, voilà, ça fait partie de votre promesse, on va dire, d'améliorer l'impact environnemental de votre produit par rapport à une autre solution qui est sur le marché. Et ce qu'on promet dans notre industrialisation, c'est de rajouter ce 4e critère pour que toutes les décisions qu'on va prendre sur le design, sur le sourcing ou sur l'assemblage soient faites déjà en connaissance de cause de l'impact environnemental que ça a derrière, pour modifier potentiellement le design ou modifier la tactique d'achat. Dans cette notion environnementale, il faut bien prendre en compte, on parle souvent d'éco-conception. Est-ce que votre produit est éco-conçu? L'éco-conception, c'est différent, c'est tout un processus qui ne va pas forcément dire derrière changer votre alu par de l'acier. On va pas forcément être sur ce type de préconisation exclusivement, mais c'est vraiment se poser des questions au sens large sur l'usage que vous avez de votre produit et pour activer après des leviers pour diminuer le coût, la qualité et le délai pour votre produit. Donc, je fais juste une petite parenthèse sur cette partie-là. Ça fera partie aussi des échanges qu'on pourra avoir ultérieurement pour approfondir ou des questions que vous pourrez avoir sur la partie éco-conception. Mais en tout cas, c'est pas à prendre à la fin de votre industrialisation, c'est à prendre au bon niveau dès le plus tôt, surtout si vous avez un positionnement de votre produit qui se veut avec une notion verte, on va dire, que ce soit bien intégré à part entière dans votre industrialisation. Donc, pour ce faire, pour pouvoir activer ces changements de conception de tactique d'achat, d'assemblage, vous allez avoir 2 types d'investissements. Et là, c'est vraiment la notion d'investissement qu'il faut avoir en lien avec l'ingénierie, donc la matière grise, si je peux résumer ça comme ça, c'est pour tous les livrables intellectuels qui seront nécessaires pour vous accompagner, pour faire cette prestation d'industrie. Les besoins de matériel, d'approvisionnement d'équipements, d'outillage,
pour répondre à cette évolution de votre produit. Ce qui est très nécessaire, c'est d'avoir des fonds qui soient, et on en parlera à la fin de la présentation, c'est vraiment cette notion d'investissement pour anticiper au mieux les surcoûts, enfin les investissements qui sont nécessaires pour accompagner votre montée en production. Donc là, le petit warning, c'est ne pas compter exclusivement sur la marge que vous allez pouvoir dégager sur la vente de vos produits, mais vraiment d'avoir des fonds prévus pour pouvoir vous investir justement soit dans du matériel ou soit dans l'ingénierie, dans votre industrialisation. Donc sur cette partie-ci, on a simulé de manière très schématique les deux types d'industrialisation que vous pourriez activer pour votre produit. Donc on a la version sans industrialisation en orange et la version en bleu avec une industrialisation plus poussée au début. L'écart, les deux éléments qu'il faut regarder ici, c'est effectivement sur du court terme, ne pas investir énormément sur l'industrialisation vous fait gagner de l'argent. Là, je vais comparer deux schémas. La notion de vous mettez au point vos dossiers de plan, vous mettez au point votre produit prototype, et puis vous utilisez, par exemple, directement des entités qui font du sourcing agressif en Europe de l'Est, en Asie, pour dupliquer le produit tel quel. Donc là, c'est déjà, ça prend en compte deux choses. C'est le côté peu d'investissement initialement. Vous partez directement avec quelqu'un qui va faire cette prestation pour vous. Et donc, du coup, le deuxième pendant, c'est ce côté, on part sur la décision de buy, vous achetez cette prestation à l'externe, avec un effet black box qui pourra arriver sur du long terme. Ce qui fait que dans ce cas-là, vous avez un avantage qui est que sur du court terme, vous n'avez pas à sortir beaucoup d'argent, investir massivement pour votre industrialisation. Par contre, à la fin, vous voyez que de par cet effet black box, parce qu'on n'utilise pas tous les leviers qui sont à disposition, les trois qu'on a vus juste avant, vous pouvez avoir une asymptote qui se crée avec qui, sur du long terme, quand on est positionné sur des grandes quantités, vous fait plafonner votre produit à un prix donné. Dans le deuxième cas, donc en passant par exemple sur une solution d'industrialisation que vous faites soit vous en interne ou soit en externe, vous avez effectivement besoin de plus de ressources initialement pour mettre en route la machine, pour vraiment aller challenger chacun des trois leviers qu'on a mentionnés juste avant. Mais tout ça, pourquoi? C'est que pour les grandes quantités, pour justement sur du long terme, quand on sera sur des milliers d'exemplaires, des dizaines de milliers d'exemplaires, vous avez une asymptote qui sera beaucoup plus basse et qui vous permettra d'avoir un avantage compétitif vraiment sur du long terme, parce que sur votre déploiement 3-5 ans, sur les dizaines de milliers d'exemplaires, votre cible sera, votre coût à vous sera plus bas. Donc c'est deux manières, on va dire deux manières de prendre le sujet, mais cette notion en investissant initialement de manière plus importante, en mettant vraiment les moyens nécessaires pour votre industrialisation, c'est là-dessus que vous construisez la meilleure compétitivité que vous allez pouvoir avoir sur du long terme. Et on sait notamment que, en fonction du business model que vous allez avoir, de vos convictions et de comment est-ce que vous voulez le déployer, quand on est positionné en travaillant par exemple sur du Made in France, sur l'Europe de l'Ouest ou même sur l'Europe, c'est important de vraiment aller challenger tous les leviers qu'on a pour avoir des coûts et qui nous permettent d'être plus compétitifs sur des solutions qui pourraient être concurrentes à la vôtre. Donc, l'amorce de pompe est vraiment nécessaire pour avoir un business qui soit le plus périn, on va dire, sur du long terme.
Sur cette partie-ci, donc tout à l'heure, on avait mentionné ce côté de mode de fonctionnement qui est spécifique pour les startups, pour leur industrialisation, pour changer, pour être au plus proche, faire le plus agile dans leur développement. Effectivement, c'est quelque chose qu'on déploie nous à Start2Prod, même en faisant partie d'une PME puis du groupe Michelin, mais c'est vraiment de correspondre à quels sont les besoins qu'ont les jeunes entrepreneurs, qu'ont les entreprises qui se lancent dans un domaine d'innovation. Et là, la méthode qu'on applique, c'est d'être le plus, donc la méthode boucle, donc les plus doués en Scrum, c'est peut-être un peu de redite ce que je vais dire actuellement là, mais c'est vraiment d'avoir un développement de votre industrialisation qui se veut agile et qui correspond vraiment à vos besoins sur du court terme. On va retrouver sur ce slide-là ma deux chevaux qui montre d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on veut aller sur du long terme et vraiment essayer de séquencer par batch, par millésime, par itération de développement votre révision en fait de votre produit. C'est du classique test and learn, test and try pour vraiment intégrer. On fait des phases de développement que vous voyez en rouge ici. Donc on développe, on change le produit, on va peut-être changer notre tactique d'achat, on va changer comment est-ce qu'on va monter le produit. Et ensuite, on le met directement au plus proche. Vous le déployez chez vos clients pour avoir des ajustements de design ou de business model. Sur ce principe-là, il y a deux effets qui sont bénéfiques. C'est de pas partir bille en tête sur le positionnement de votre produit ou sur les fonctions qu'il doit intégrer, parce que parfois on peut estimer que votre produit va faire et votre client attend ça de votre produit, mais en fait ce sera lui qui aura le dernier mot et qui vous fera réellement challenger qu'est-ce qui est réellement nécessaire pour le faire. Donc, on peut prévoir un certain nombre de choses, mais à dernier moment, ça va être le client qui va avoir le dernier mot sur les fonctionnalités et la qualité du produit qu'il aura dans la main. Donc, on sait, c'est la manière dont la majorité des produits sont actuellement développés, c'est il nous faut des boucles courtes pour tester et avoir le retour de nos clients. Et puis surtout, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour aussi réajuster l'investissement nécessaire pour correspondre à vos besoins qui sont immédiats. Il faut toujours avoir en tête quelle est notre étoile polaire. Donc, le final product qu'on voit ici, il faut toujours l'avoir en tête sur quelle est notre étoile polaire et quelle est l'histoire qu'il faut pour y arriver. Par contre, ne pas sortir les grosses armadas en termes d'investissement, en termes d'outillage, en termes d'équipement, pour correspondre à ce produit final dès le départ. Parce que là, on peut avoir des faux départs sur justement ces retours clients qui ne vont pas dans le sens attendu ou dans la structuration du produit, de l'affaire qui ne va pas dans la première direction initiée. Donc, il faut vraiment se laisser cette opportunité de rectifier tout en ayant un cadre clair de quelle est l'étoile polaire, d'avoir des objectifs clairs que d'ici 5 ans, il faut faire 10 000 exemplaires. Mais concrètement, pour le batch qui sera livré en mars 2021, qu'est-ce qu'on veut? Et là, on va construire cette industrialisation pour correspondre à vos besoins immédiats. Le dernier élément ici que je vais vous présenter, c'est un peu le best-of de tout ce qu'on vient de se dire. Donc c'est un livrable qu'on formule qui s'appelle une roadmap industrielle qui va littéralement vous tracer, vous guider à la fois avec des éléments chiffrés et à la fois avec des éléments techniques sur comment est-ce que vous devez prévoir votre industrialisation sur les prochaines années. Dans un premier temps, les premières données qui sont à voir sont plutôt de votre côté. Ça vient là et juste avant, cette roadmap industrielle est vraiment un complément au business plan que vous allez créer, sur lequel peut-être vous avez été accompagné ou sur lequel vous allez conseiller des personnes.
on a cette notion de business plan sur quelles sont les quantités, quels sont les volumes prévisionnels, quels sont les prix de vente qui sont attendus. Et là, c'est vraiment un complément à l'arrière de la boutique, et c'est très important pour des produits qui sont plutôt hard tech, qui sont sur du matériel, sur des coûts des investissements qui peuvent être assez importants, qui racontent comment on peut répondre à la cadence qui est mise dans le business plan, avec quels moyens et combien ça coûte sur la ligne d'investissement uniquement que vous allez pouvoir mettre. Donc, cette première partie, donc le project data, ça vient de votre business plan. C'est combien est-ce que vous pensez vendre de vos équipements dans les prochaines années. Le deuxième laïus va être sur le produit en lui-même. Là, on va faire l'analyse de quel est le coût de revient de votre produit sur différentes catégories, en regardant le matériel, en regardant l'assemblage. Est-ce qu'on a de l'assemblage mécanique, du tuyautage, du câblage, des tests à faire dessus, tout le support à la production. Tout à l'heure, on a aussi, je vous avais mentionné cette notion de quand on est en TRL, quand on est en TRL 8, il faut aussi que l'organisation permette de supporter cette évolution en maturité. Donc ici, ça va nous permettre de tracer quels sont les coûts en logistique, en vérification qualité, en gestion de projet, tous ces coûts annexes qui sont nécessaires à la production de votre produit, à ne pas mettre de côté, évidemment, cette partie-là. Et puis après, cette notion de transport emballage, des coûts d'installation, de mise en service qui sont nécessaires pour votre produit, et notamment aussi ce coût de service après-vente qui parfois est loin d'être anodin quand on déploie des grands batchs chez des clients à un TRL qui peut-être est un peu bas. Donc, le coût de service après-vente est parfois ne surtout pas négligé. Donc là, c'est toute la partie coût en lien avec votre produit. Ensuite, on a les coûts en lien avec les investissements. Donc là, on se souvient de la partie droite du slide, c'est les investissements de type ingénierie. Est-ce qu'il vous faudra des livrables particuliers? On revoit la tactique achat. Est-ce que vous allez devoir faire de l'éco-conception? Est-ce que vous allez devoir formuler, par exemple, un dossier de certification CE à l'UTAC, etc. Donc, plutôt type ingénierie. Et ensuite, la partie investissement de matériel. Tout ça pour arriver à quoi? Pour que vous ayez après cette notion de quel est le coût final, quel est le coût total de votre produit, avec ou sans investissement, de manière pondérée par rapport à votre déploiement. Donc, c'est ces trois briques-là qu'on va mettre sous contrôle. Et ce qui est à tracer, c'est cette évolution-là. On retrouve à la fois cette notion de loop, de boucle qu'on a vue tout juste avant. Pour la production de 2021, si j'en fais 5 ou 30, voilà combien va coûter mon produit. Voilà les investissements qui sont nécessaires pour atteindre ces coûts cibles. Et puis ensuite, c'est votre histoire, c'est votre développement industriel sur la vision 2025. J'en veux 5000. Voilà le coût final que je pourrais atteindre. Donc, on voit l'écart. Je fais des prototypes l'année prochaine. Là, c'est à titre d'exemple à 9 000 €. À 2025, je pourrais atteindre ce coût plancher de 610 € si, et là le c'est si j'ai bien cette évolution de maturité du produit. Effectivement, si on a toujours des prototypes qui sont toujours en cours de réajustement, etc., c'est pas possible d'avoir des coûts qui tombent aussi bas. Donc, ce 610 €, il va être conditionné par l'évolution en maturité de votre produit, l'évolution des quantités qui sont à déployer, mais évidemment sur l'investissement que vous allez pouvoir attribuer sur la robustification, les changements de conception, les changements de tactique d'achat et les changements de stratégie d'assemblage de votre produit. Donc, ce dernier livrable-là vous permet de poser sur un papier les éléments chiffrés de votre histoire industrielle, de votre développement, de votre industrialisation. Et notre travail, c'est surtout d'étayer
Quand on vous dit qu'il faut mettre, je prends l'exemple de 50 000 € d'ingénierie, on sait vous étayer quels sont les grands livrables, quelles sont les grandes étapes à mettre sous contrôle pour vous permettre d'atteindre ce coût cible-là. Et c'est un document qui trace votre histoire et sur lequel, en tout cas nous, quand on le fait, on le fait avec le maximum de données d'entrée que vous donnez. Et ensuite, ça fait preuve un peu d'engagement, de crédibilisation aussi de votre produit pour déjà étayer le fameux Graal que certains d'entre vous veulent avoir, c'est au bout du bout, combien va coûter mon produit? Ce qui est une demande systématique de vos clients et une demande importante aussi pour que vous puissiez structurer votre business. Donc, répondre à cette demande-là, combien va coûter votre produit, mais surtout la crédibiliser en disant comment est-ce qu'on va y atteindre. Est-ce qu'on a besoin de 10 millions pour faire des machines, ou est-ce que, on se dit que voilà à quoi ressemblera la machine, ou est-ce que on étaye un peu le contenu de comment, du point A jusqu'à votre étoile polaire, voilà quels sont les grands éléments qui sont à mettre sous contrôle et combien ça devrait coûter pour faire cette industrialisation. Donc j'ai encore un petit peu de temps là sur la présentation. Donc là, c'est déjà la conclusion. C'est vraiment sur cette partie-là de l'histoire que vous voulez avoir pour partir de votre POC que vous avez d'aujourd'hui jusqu'à votre étoile polaire avec les quantités stabilisées. Il n'y a pas une unique manière d'y arriver. C'est vraiment une adéquation qu'il va falloir trouver entre les investissements que vous avez à disposition et là où vous voulez arriver. On peut raconter tout plein. On peut avoir des cibles qui sont. On prend souvent l'exemple de est-ce que c'est possible d'avoir une Ferrari à 1 euro? On pourrait vous répondre que oui, c'est possible, mais par contre, on va peut-être challenger le cahier des charges, on va challenger les fonctionnalités. Est-ce que vous avez bien 10 millions d'euros disponibles pour faire les choses en automatisé? Et est-ce que finalement, vous êtes bien sûr de le vendre à la bonne personne? Voilà, c'est des exemples qui sont donnés pour dire tout peut être possible en fonction des degrés de liberté qu'on pourra avoir sur le produit. Est-ce que vous êtes prêt à toucher aux fonctionnalités du produit? Est-ce que vous êtes prêt à revoir votre tactique d'achat? Et est-ce que vous êtes prêt à investir pour optimiser les coûts d'assemblage? Forcément, tout ça, ça a des coûts. Vous voyez un petit peu l'évolution qu'on a schématisée sur ce slide-là. On est sur une première boucle par ordre de grandeur 50 000, 200 000, 400 000, 700 000. Pour la partie, c'est d'autant plus crucial quand vous êtes positionné sur des produits hard tech, de prendre en compte ce budget d'industrialisation et d'avoir les fonds nécessaires sur la base, sur les éléments que vous allez pu constituer dans votre business plan. Donc, bien se faire conseiller et bien l'anticiper pour vraiment qu'il y ait cette somme qui soit allouée pour faire ce type de prestation. Le troisième point, c'est vraiment de mettre un bémol à certains réflexes que peuvent avoir, que certains clients peuvent avoir, enfin certaines startups, c'est si j'achète par 500, mes coûts seront très bien. D'utiliser exclusivement cette notion de sourcing, et que ce soit le sourcing du matériel ou le sourcing, l'achat de prestations, d'exclusivement d'avoir des réflexes qui peuvent être dangereux au début du développement, je pars en Asie et puis ils me font des prix canons et puis point barre. Non, la partie achat, c'est vraiment un des 3 leviers qu'il faut que vous utilisiez, et avec le laïus important sur la notion d'achat, on va dire avec cet effet de boîte noire, de ne pas vous faire perdre aussi des pertes de compétences, de la maîtrise de la technologie que vous voulez déployer et sur la qualité de votre produit. Donc souvent on peut avoir ça nous est déjà arrivé, mais encore même sur cette année, des clients qui reviennent nous voir
parce que typiquement, là, on était un peu sur l'exemple de la première courbe, enfin de la courbe bleue et orange que je vous ai montrée. Initialement, oui, ça coûtait plus cher de venir avec nous, mais aujourd'hui, ils reviennent vers nous parce qu'ils ont perdu le savoir-faire de leurs produits et avec des non-maîtrises de la qualité qui fait que c'est très compliqué après à sortir. Quand on passe commande pour 50, peut-être qu'il n'y en a que 20 qui viennent, alors qu'on a bien la commande de nos clients pour une quantité de 50. Donc, cette notion de perte de compétences et de non-maîtrise de la qualité, c'est vraiment quelque chose de bien avoir en tête quand on veut activer cette notion de sous-traitance. Et ça, peu importe le pays, mais il y en a certains où c'est encore plus accentué que d'autres. Et le dernier point, et ça, on pourra en discuter de manière plus approfondie pour ceux qui ont un intérêt sur cette partie-là, c'est de par l'industrialisation, il faut aussi la faire pour des produits qui soient vertueux, qui soient avec cette notion de questionnement et de positionnement sur l'aspect environnemental. La promesse qu'on veut faire et que beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups et beaucoup d'individus, de citoyens le font, c'est avoir ce déploiement de solutions les plus vertes possibles quand ça fait partie effectivement et sans pousser la chose, quand ça fait partie de vos préoccupations, d'intégrer cet aspect environnemental également dans votre industrialisation pour que ce soit en fait déjà inscrit dans un socle le plus pérenne possible, de par les réglementations, de par le changement de consommation des consommateurs actuellement, de l'intégrer le plus tôt possible quand vous avez effectivement et la volonté et la capacité de le faire. Donc, j'ai terminé un tout petit peu en avance. On aura plus de temps pour les questions-réponses. Donc voilà notre lien si vous avez des questions plus précises sur tel ou tel point. Et puis ensuite, je pense qu'on va pouvoir attaquer les questions que vous aviez déjà peut-être pu poser dans le chat. Merci beaucoup, Vanny, pour cette présentation. Est-ce que tu peux juste arrêter ton écran, comme ça moi je peux mettre une... Ouais, voilà, super. Comme ça je vais juste... Hop. Tac. Bon, alors évidemment... Hop. J'arrive. Petit souci technique. Non, c'est pas grave. Alors, bon. C'est pas grave, je peux pas faire ce que je voulais juste mettre une petite image de fond, mais on s'en passera. Du coup, merci beaucoup, Vanny, pour cette présentation. Alors, avant de passer effectivement à la phase de questions-réponses, je voulais juste appuyer quelques points. Donc, effectivement, hein, comme on l'a dit, donc Start2Prod, qui est notre partenaire dans le cadre d'incubateur sur le programme hardware, vient nous aider en fait sur cette partie accompagnement de l'industrialisation. Et donc Start2Prod est un industrialisateur. Des industrialisateurs, il y en a d'autres, d'accord, qui font avec chacun fait un petit peu sa méthode. Et dans le cadre d'une startup, parce que ça, on l'a souvent, le piège à éviter pour moi, c'est justement, enfin, je dirais, comment éviter le piège, c'est l'importance de bien se faire accompagner. Pourquoi? Parce que l'industrialisateur va vraiment permettre, c'est vraiment son métier d'apprendre à industrialiser et standardiser votre produit. Parce que quand on est dans l'industrialisation, en fait, le but du jeu, c'est de standardiser quelque chose qui n'existait pas avant. Et on peut tout à fait, comme l'a très bien dit Vanny, outsourcer ça en Asie, se débrouiller un petit peu tout seul et faire un petit peu à moindre coût. C'est-à-dire un peu appliquer une méthode, je dirais, start-up jusqu'au boutisme pour l'industrialisation. Le gros risque de cette manière de fonctionner et le pendant de tout ça, c'est le cash burn. Parce qu'en fait, quand on fait les choses justement, je dirais,
quand on le fait un peu tout seul ou de façon mal accompagnée, on peut avoir tendance, on peut trouver les pièces à l'extérieur, on peut acheter son plastique là, on peut acheter ses pièces mécaniques là-bas, on peut essayer de les rassembler dans un petit atelier et on se fait l'assemblage en interne. C'est des choses qui sont possibles et que j'ai déjà vu. Le souci de ça, c'est qu'en fait, vous n'allez pas avoir tout l'infrastructure et l'écosystème qui va vous permettre d'être sûr d'arriver à un résultat. En fait, la notion, elle est vraiment là parce que l'industrialisation, ça coûte des sous, oui, et ça fait partie du principal risque qui est lié au startup hardware. C'est l'investissement qu'il faut mettre au départ pour commencer à toucher son marché. Puisque quand on est à cette phase-là, on n'a pas encore touché son marché. Et c'est une étape à laquelle, par laquelle il faut passer. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire un peu peur quand on est une startup, au vu des montants qui sont nécessaires d'investissement pour arriver à sortir les premières pré-séries et les premières séries. Mais ne pas le faire, c'est vraiment s'exposer à un risque de cash burn et un peu traverser cette vallée de la mort quand on est une startup en se disant oui, mais moi, l'argent, je ne l'ai pas forcément, donc je vais me débrouiller autrement. Mais du coup, le peu d'argent que vous aviez, vous allez forcément l'utiliser et vous retrouver dans une situation où potentiellement, le résultat escompté ne sera pas présent, la qualité ne sera pas présente, la répétabilité ne sera pas forcément présente, la fiabilité des fournisseurs peut être fluctuante. Et du coup, on se retrouve dans une situation où en fait l'argent disponible va être complètement brûlé pour arriver à un non-résultat. Et c'est là où beaucoup de startups en fait arrivent à une sorte de point de non-retour, puisque à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand on vient nous voir en disant, bah là, voilà, moi j'ai essayé une politique d'industrialisation, mais j'ai plus d'argent, je suis un peu arrivé au bout du rouleau, mais il faut que je sorte le produit, comment je vais faire? Et ben là, le problème, c'est que c'est qu'on est venu nous voir un peu trop tard et la préparation qui aurait dû être faite en amont, il faut se casser la tête pour essayer de la rattraper pour pouvoir arriver à ce livrable-là qui est un produit industrialisé. Donc, alors évidemment, je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais enfin, on n'est pas les seuls incubateurs et les seuls industrialisateurs. Le but, c'est pas de faire une campagne de commerciale ce matin, mais vraiment d'appuyer le principe de dire que l'industrialisation, ça coûte cher, mais c'est une étape tellement clé et qui représente tellement de risques que l'importance d'être accompagné est pour nous fondamentale. Euh, du coup, on va pouvoir peut-être passer à la phase donc de questions-réponses. Alors, on peut dans Google Meet, vous avez une option de lever la main. Je peux vous proposer de fonctionner comme ça. Ça me permettra un petit peu de répartir la parole entre les différents intervenants. Euh, on va se lancer. Qui aurait des questions à nous poser? Alors, vous pouvez aussi effectivement utiliser le chat si jamais vous voulez pas le faire en audio. Il y a une question qui est de dire de Farid qui dit faut-il être chez un cap pour s'attacher des services de Start2Prod? Alors, typiquement, non. C'est pas quelque chose d'exclusif. Là-dessus, je pourrais peut-être laisser Vanny ou Simonet répondre. Mais donc Start2Prod, c'est un service qui est complètement indépendant, hein, qui peut traiter votre industrialisation, je dirais, de façon totalement extérieure. C'est juste que donc ils font partie de nos partenaires chez Inca pour faire un lien logique par rapport à la construction du projet dans sa globalité. Ou chez Inca, dans le programme d'incubation, on va prendre l'idée au tout début pour pouvoir arriver jusqu'à une phase d'industrialisation. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Farid. Alors, l'avantage particulier si on est C'est bon. chez un cas, c'est... Ouais. Du coup, oui, l'avantage particulier si on est chez un cas, c'est juste de dire que on sera suivi dans une globalité et non pas juste à un moment donné de l'industrialisation. En fait, dans notre programme, on va vraiment s'attacher à mettre le plus tôt possible, pas trop tôt, mais le plus tôt possible au niveau optimum du projet, de commencer à intégrer des notions d'industrialisation de manière à ce que la transition soit la plus fluide possible. Et quand je dis la plus fluide possible, c'est en termes de logistique, d'énergie, mais bien évidemment de coûts associés également. Donc voilà, mieux on est préparé, évidemment, plus ça se fait facilement. Oui, Youssef? Ah, on t'entend pas, si jamais il faut que tu mettes ton micro. Ouais.
On t'entend pas, Youssef. Sinon, pose ta question à l'écrit si tu veux. Le temps que Youssef pose sa question, Vanille parlait des boucles qui se reproduisent. Est-ce qu'il y a une durée moyenne pour ces différentes boucles? Ou c'est assez aléatoire? Ça dépend du projet. Alors effectivement, ça peut être assez aléatoire. Là, le rétex qu'on a sur une boucle, on est sur, pour les plus petits produits, entre 6 et 9 mois, on va dire, pour un premier déploiement, une première boucle. Mais ça va effectivement dépendre. Ça peut être à la maille de l'année jusqu'à 18 mois. C'est assez évolutif. Du coup, il y a Fabrice qui levait la main. Fabrice Jolivet. Ouais, bonjour. Moi, j'avais une question pour savoir en gros à partir de quel niveau de maturité produit c'était intéressant de vous contacter pour commencer à faire cette analyse d'évolution de produit, de coûts d'industrialisation, et puis de mettre en place tous ces différents critères que vous avez énoncés dans le tableau. Alors, la question, c'est pour Start to Prod ou pour un cas? C'est pour Start to Prod. D'accord. Eh ben, c'est un peu à la carte. On va dire que les TRL moyens sur lesquels on est sollicité pour soit participer à la refonte de la conception ou pour être sur du chiffrage, on peut être dès le DRL 4, on va dire. Donc, vous avez déjà un prototype qui fonctionne, mais qui doit encore être mis au point et sur lesquels vous avez besoin d'avoir un regard d'industrialisateur à la fois technique, mais aussi à la fois axé sur la valorisation de votre produit, sur la partie roadmap et projection. Donc, notre scope classique, on va dire, pour lesquels on fait des prestations, c'est entre le 4 et le 8, quoi. D'accord, ok. Et en termes de coûts, c'est des prestations qui sont aux alentours de combien? J'imagine que chaque projet est différent. C'est ça. En fait, ce qu'on va essayer de faire à chaque fois quand on est sollicité, effectivement, pour répondre à la question aussi initiale, et ça n'importe qui peut nous solliciter, hein, pour faire cette prestation, c'est capter c'est quoi votre besoin. Et là, je prends souvent cet exemple-là vous avez besoin de certifier CE, vous avez un besoin vous avez besoin d'une analyse de risque, par exemple, sur votre produit. L'analyse de risque, si c'est un produit axé pour aller sur une certification UTAG, une certification CE avec tout plein de directives, ou si c'est une analyse de risque parce que vous avez un proto que vous allez utiliser en salon ou un proto que vous allez mettre chez un client, un early adopter, pour un bêta-testeur, on peut aller de l'analyse de risque à 1000 ou à 10 000 euros. Donc, c'est assez compliqué de vous donner une enveloppe globale sur le type de prestation. Parce que pour un même besoin, on va vraiment vous challenger sur c'est quoi la profondeur du livrable que vous allez pouvoir avoir de par votre maturité, de par la maturité du produit, de par l'enveloppe que vous allez avoir de disponible. Et on fait vraiment du sur-mesure. Et le deal, par contre, c'est qu'à chaque fois, on capte votre besoin, on vous dit quel livrable clair, que ce soit intellectuel ou matérialisé, on va vous faire. Et après, la profondeur, on l'ajuste par rapport à ce que vous voulez, vous pouvez faire. Vous avez la volonté, la capacité de faire. Donc, ça va être compliqué de vous donner un ordre d'idée, hein. Cette année, on a vendu entre des prestations allant de 1 300 euros à 800 000 euros. Donc, c'est assez vaste. La roadmap, c'est notamment un exemple. C'est très variable. On peut avoir des roadmaps très simplifiés sur des objets très simples qui peuvent partir de, je dirais, 4 000 euros. Et on peut avoir des roadmaps sur lesquels on va engager des études sur des outillages ou des machines d'assemblage automatisées. Et donc, c'est le même livrable, mais que ça peut dépasser les 10 000 euros. C'est vraiment adapté à chaque besoin. On ne peut pas dire que les prix standards dans le service. D'accord, ok. Et on est tout à fait à l'aise pour faire de débit si quelqu'un a des besoins spécifiques à exprimer. Tout à fait. Bonjour, pour compléter un peu la discussion, est-ce que la prestation du coup est gratuite en passant par l'incubation chez Incubator? En fait, n'est pas gratuite. N'est pas gratuite la prestation.
l'avantage qu'il y a d'une passerelle entre guillemets entre incubateur et start-to-prod. Je pense qu'il était déjà un petit peu clair sur ce qu'expliquait notre partenaire, mais je vais le répéter avec mes propres mots. C'est en fait qu'on garantit la continuité de l'approche. On sait que pas tous les incubateurs ils s'attaquent au sujet de la même façon. On sait que pas tous les industrialisateurs ils s'attaquent de la même façon. Avec incubateur, on a un alignement d'approcher les sujets et qui s'assure le fait que la levée de fonds, l'organisation de votre business plan, il est bien aligné avec notre façon de travailler. Donc, le partenariat, il se traduit, je dirais, dans un avantage, une optimisation aussi en termes de coûts, puisque la passerelle est faite au bon moment, avec les bons inputs d'entrée, et donc ça, c'est une source d'efficience. Ok, merci. Du coup, donc par rapport à la roadmap, ça peut répondre à ta question, Youssef. En fait, la roadmap, elle est particulière à chaque projet, donc ça c'est à faire en fonction. Alors, je vais répondre juste. Il y a une question de Bernard Rioux qui demandait donc des remarques sur la gestion des stocks produits ou matières pour réduire les délais de fourniture et réduire les coûts de revient. Alors, Bernard, je ne sais pas si vous êtes toujours présent. Est-ce que vous voulez peut-être préciser votre question à l'oral? Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend. Pardon. Vous m'entendez? Oui. Oui, non, c'était une question générale, effectivement. Enfin, dès l'instant où on lance un produit à forte technicité, ça peut nécessiter en tout cas plusieurs intervenants qui rajoutent un certain nombre de délais dans certaines opérations. Et par rapport à ce que j'ai en tête, c'est dans la production d'un moteur électrique en particulier. Donc, c'est savoir si vous aviez des recommandations, notamment pour savoir comment gérer les stocks, soit matières, soit d'anticiper des achats de plusieurs produits, avec un objectif d'être en capacité de fournir des produits aux clients avec des délais de fourniture qui restent raisonnables. Alors effectivement, là-dessus, on s'est regardé spécifiquement pour votre cas particulier. C'est des choses qu'on a pu faire comme étude pour des précédents clients qui avaient un fort lead time sur une brique techno qui était qu'une brique, on va dire, du produit final, sur lesquels on avait pu faire, en tout cas nous, là, cette partie d'approvisionnement en avance de phase de la matière. Pour déjà sécuriser cet élément-là, et puis après de faire toutes les gestions qui vont bien, les différents. Là, on était sur du make, donc du make chez différents fournisseurs pour arriver au produit final, et surtout toute l'organisation et la structuration qui va bien pour partir de la matière première jusqu'au produit final qui est critique en termes de délai. Donc c'est une bonne pratique. Il y a le besoin de regarder spécifiquement sur le produit que vous avez en tête, la nécessité de le faire. Et puis surtout, et cette étude-là, c'est opportunité et surtout comment mettre en œuvre pour être bien sûr que ce soit le gain de temps et la partie qualité soit toujours maîtrisée, avec l'alerte qu'on avait avec le précédent client sur cette notion d'approvisionnement de matière ou de pièces en avance de phase, avec ce risque d'obsolescence si le TRL du produit, si sa maturité n'est pas suffisante, et qu'en fait, on avait aussi de l'évolution au fur et à mesure du produit qui pouvait faire qu'on avait ce matériel pour lequel on avait du stock en cash et qui était inutilisable après, quoi. Donc tout ça, ça a pesé dans la balance pour effectivement l'activer. Parfait. Il y avait encore une question de Antoine. Alors Antoine, comme ta question était particulièrement précise, est-ce que je peux t'inviter à la reformuler à l'oral? Antoine, il est toujours là ou pas? Elena, il est... Oui, c'est bon. Ouais. Désolé, en fait, on est plusieurs dans la même salle et du coup, il y a eu un petit problème de micro, ordinateur, tout ça. Oui, du coup, ma question, c'était, par exemple, là, nous, on a un produit basé sur des briques électroniques, des microcontrôleurs. Et je sais que dans certains cas, pour optimiser les coûts, on est amené à changer de microcontrôleur parce qu'on se rend compte qu'il y a
certaines parties qui sont inutiles et d'autres qui sont plus adaptées. Est-ce que dans ce cas-là, la modification des briques firmware pour passer d'un microcontrôleur à un autre, par exemple, est prise en charge dans l'offre Start to Prod, ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire en interne ou avec d'autres partenaires pour revenir ensuite voir l'industrialisateur? Bon, mais je me permets de prendre la parole sur ce sujet-là parce que ça touche effectivement, moi je m'occupe de la partie business. Ah mince. Ça touche. Oui, allô? Oui. Ouais, vas-y, Simone, je pense qu'ils ont un petit souci je vais juste couper leur micro. Vas-y. Ok. Donc, non, je disais, nous, on n'a pas les compétences chez nous directement spécifiques sur ce type de technologie. En même temps, nous, on adresse en fait des projets qui sont très divers. On n'a pas parlé de Start-up Pro dans le détail, c'était pas l'objectif aujourd'hui, mais en fait, on a une origine sur les machines Michelin et aujourd'hui, on fait tout type d'objets dans la mobilité, dans le durable, tout type d'objets, des machines, des procédés, des objets. Donc, on touche très large. Nous, la compétence qu'on a, c'est de gérer les process d'industrialisation dans sa totalité, de savoir quelles compétences on a chez nous et les compétences qu'au contraire, on doit gérer avec un partenaire externe. Normalement, la règle qu'on applique avec nos partenaires sur les projets sur lesquels on travaille, c'est que les briques qui sont stratégiques et qui sont au cœur du design et de la conception de son produit, c'est géré par eux. Donc, en interne ou bien avec un partenaire, mais que c'est géré par eux. Tout ce que c'est plus lié à le comment faire, comment atteindre effectivement la cible d'industrialisation, c'est nous qu'on le gère. Et par rapport à ça, on a qualifié un grand panel de fournisseurs, des prestations, des experts dans tous les domaines, et on va les activer par rapport aux besoins. Je vous fais un exemple, ça peut ressembler un petit peu au niveau d'IoT objets connectés. Nous, on n'a pas les compétences chez nous. Par contre, on a des partenaires, des fournisseurs qu'on peut activer et qui seront différents par rapport à la complexité de l'objet et la demande de cette technologie. Donc, on a des partenaires qui sont beaucoup plus innovants et poussés, des partenaires qui sont plus orientés sur des produits classiques. Donc, voilà. Ma réponse serait de dire, si ça, c'est dans le cœur de votre objet, si c'est le cœur de votre technologie, la différenciation, c'est mieux si vous le gérez en interne et si vous n'avez pas les ressources en interne que vous vous associez avec un partenaire qui va le faire avec vous. Si votre question c'est plutôt sur la recherche d'équivalence, c'est sur la partie industrialisation, comment assurer un ramp-up, ben c'est bien nous qu'on peut le gérer seul ou avec un partenaire qu'on va sélectionner. Ok, bah merci pour la réponse, c'est très clair. Pour compléter un petit peu ce que vient de dire Simonet, effectivement, bah, comme il l'a très bien dit, ils ont une origine qui à la base émane voilà, du groupe Michelin, donc avec leurs caractéristiques métiers, leur savoir-faire. Et bah, évidemment, en fonction des objets ou des choses, il y a certaines technologies qui font pas partie de leur cœur de métier. C'est aussi pour ça que chez Incubator, on a d'autres partenariats dans le cadre d'industrialisation qui nous permettent de pouvoir un peu couvrir tous les besoins qui sont complémentaires avec Start2Prod évidemment, voilà, ce qui permet de traiter tout l'écosystème et donc tous les différents types d'objets avec tous les différents types de métiers qui sont évidemment différents à chaque fois en fonction des projets. Il y avait une question encore de Farid donc qui dit: vous assurez une maîtrise d'œuvre ou l'établissement d'une roadmap, mais à phase prototypage peut-elle être produite en interne chez vous si vous disposez d'outils de production? En fait, vous avez plus ou moins répondu à la question, je pense. Vous n'avez pas les outils, mais vous accompagnez. Aujourd'hui, on est même en phase de réflexion pour voir jusqu'à quel point on peut, et Incubator il est bien au courant de ça parce qu'il nous aide dans la réflexion, pour savoir à partir de quelle étape on peut prendre les projets, peut-être s'anticiper un petit peu par rapport à ce que c'est le classique, parce qu'on voit qu'il y a des besoins pour des projets qui souhaitent aller vite, et d'une phase déjà de POC ou de prototype, d'intégrer des éléments d'industrialisation. Donc aujourd'hui, on est capable de faire ça avec des partenaires de proximité
que ça nous permet d'avoir un panel de technologies très large à proposer. On est conscient que si on avait une imprimante 3D pour du plastique, on ferait 7 types de technologies impression 3D. Aujourd'hui, on a plusieurs partenaires qu'on est capable d'activer parce qu'ils produisent des pièces avec une technicité différente, avec des propriétés différentes, avec même des aspects différents et plus adaptés à chaque produit. Donc, on est capable d'aller sur des phases un petit peu amont du TRL4 avec nos partenaires externes. Et je ne peux pas vous confirmer si on va internaliser une partie des process clés au plus répandus dans le futur. C'est en phase de réflexion. D'accord. En fait, j'ai cru que vous fonctionniez un peu en mode Fab Lab et que vous aviez des outils. C'était pour ça. Mais pas de souci. Nous, en fait, on a certains outils qu'on utilise pour des machines, pour des projets internes Michelin. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas organisé pour être un Fab Lab ouvert à l'externe. On se pose des questions parce que, en ayant l'outil en interne et on est capable de comparer avec ce qu'on est capable de sourcer avec nos partenaires de proximité, on a la question si ça peut être une vraie valeur ajoutée de l'avoir physiquement chez nous ou pas. Par rapport à ce que je vous disais, aujourd'hui, on est capable de sourcer très rapidement des technologies très différentes. Et ça, c'est aussi un avantage. Donc, voilà. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? En tout cas, celle du chat, a priori, c'était couvert. Est-ce qu'il y avait des questions ou d'autres remarques? Pour les contacter, on passe sur le mail général ou on aura les mails des deux intervenants, Vanille et Simonet? Le contact à Start2Prod tourne sur la boîte mail de Simonet et moi, donc ça revient au même. Super, merci. Donc moi, pour information, je vous ai mis dans le chat les liens vers Incubateur et Start2Prod si vous voulez un petit peu aller plus dans les détails par rapport aux différents services qui sont proposés. Bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure ici. Oui, j'ai une petite question, moi, en termes de logistique. Généralement, tout le travail que vous faites avec les différentes boîtes, je ne sais pas si vous le faites en visio ou en physique. Et du coup, en gros, c'était de savoir où est-ce que vous êtes localisé et comment ça se passe généralement. Donc là, il faut pas oublier qu'on est en situation de crise sanitaire, donc on a plus la tendance à faire du visio qui est habituel. On utilise normalement Teams, voilà. Nous, on est basé avec un site sur Montagny. Je vous invite à regarder sur notre page web la vidéo, qui est très parlante. Ça montre un petit peu l'outil qu'on a à disposition. C'est un vrai site industriel. Il fait 8400 mètres carrés, donc voilà, c'est un joli site à Montagny, à côté de Lyon. Donc pour les premiers contacts, normalement c'est du Teams pour découvrir le projet, pour vous montrer un petit peu ce qu'on serait capable de faire. Pour une deuxième étape, très souvent, on aime bien inviter les potentiels partenaires à nous rejoindre et visiter le site parce qu'on est convaincu que notre outil, il est différenciant. On est très fiers de l'outil industriel qu'on a avec notre concept des mini-usines cloisonnées et dédiées. C'est la sécurité. Je pense que vous allez trouver, voilà, c'est intéressant. Après, pendant le déroulement de la prestation, il y a des tâches qui normalement sont faites et gérées à distance. Normalement, dans la phase d'étude, on va dire que la distance, la formule à distance est la préférée. Dans les phases plus d'assemblage des prototypes ou des pré-séries, très souvent, il a un besoin d'un rapprochement physique, donc d'avoir les gens à côté et travailler les équipes chez la startup et chez nous ensemble. Et pour faire ça, on a la possibilité d'accueillir des gens pendant des journées ou des semaines de travail dans nos locaux. On a la place, on a les connexions Internet, tout ce qu'il faut pour être sûr qu'on est proche des produits et on peut même monter des zones des révisions du projet avec des écrans tactiles s'il faut à côté du produit à l'atelier. Donc cette proximité, il est nécessaire dans un certain étape du projet. Mais on a tout ce qu'il faut pour accueillir les gens. Donc vous êtes invités. On a aussi un bon café, donc je vous invite. Juste pour compléter ce que vient de dire Simonet. Alors effectivement, nous, donc typiquement chez Incubateur, on a des lieux d'incubation qui sont répartis dans toute la France. Et pour les parties, dans le processus d'incubation, comme ça avait été dit dans les premières slides, avec cette notion de POC, proto, mini-série, pour toutes les phases POC proto, nous chez Incubateur, on va vraiment réfléchir avec une proximité géographique. Donc
en l'occurrence par rapport à nos différents lieux, mais Start2Prod font partie de nos partenaires dans le cadre d'un programme national. C'est-à-dire que on va pouvoir mettre en œuvre des choses. Je vais pas faire une redite de ce que vient de dire Simonet, mais en gros, si on est par exemple au hasard à Bordeaux, ça pose pas de problème du fait que l'usine soit vers Lyon, puisque les process en fait peuvent être mis en place à distance. Et quand il y a besoin, effectivement, si c'est possible de détacher une équipe sur place, la logistique est complètement possible. Mais donc voilà, sur cette phase d'industrialisation, c'est vraiment quelque chose qu'on a regroupé chez nous au national et donc qui est accessible en gros un peu de partout. La distance géographique n'est pas fondamentalement un problème. Bien sûr, ponctuellement, il faut envisager de se déplacer, mais c'est complètement gérable. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de conclure là-dessus. Merci à tous. Je voudrais encore une fois remercier donc notre partenaire Start2Prod avec Dany et Simonet qui étaient présents aujourd'hui pour cette présentation. Merci à vous d'avoir participé et de vous être inscrits ce matin et d'avoir été assidus et de rester jusqu'à la fin. Donc nous, on va vous mettre à disposition le replay pour tout ce qui est les différents liens, les contacts et les choses comme ça également, ce sera accessible. Pour rappel, je vous ai mis les sites internet sur le chat, mais si jamais, voilà, vous pouvez tout à fait me contacter moi personnellement ou alors passer par Start2Prod en fonction de vos besoins. Il y a pas de souci là-dessus. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi et un bon week-end. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.